Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui plonge au cœur de l'un des scandales les plus choquants du moment. Le célèbre rappeur et producteur P. Diddy, autrefois considéré comme une icône de la culture urbaine, fait aujourd'hui face à des accusations graves et troublantes. Trafic humain, racket, armes illégales. Les révélations sont nombreuses et effrayantes. Mais ce qui a été découvert lors des perquisitions de ses propriétés pourrait bien vous laisser sans voix. Que s'est-il réellement passé derrière les portes fermées de ces demeures de luxe ? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les preuves rassemblées par les enquêteurs et explorer les sombres secrets qui entourent cette affaire explosive. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir est tout simplement inimaginable. On découvre maintenant de plus près les montagnes de preuves recueillies par les enquêteurs fédéraux lors des perquisitions dans les résidences de P. Diddy avant son inculpation. Parmi ces éléments, des armes à feu, des munitions, des preuves électroniques, et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant personnel. Mais comment tout cela s'inscrit-il dans l'affaire qui vise Diddy? Pour le comprendre, nous nous tournons vers Tracy Walder, ancien officier de la CIA et agent du FBI. Je suis ici Gilles Espy et voici l'Oncrime News. Cette semaine, à New York, des nouvelles majeures sont tombées. Le rappeur désormais déchu, Sean P. Diddy Combs, a été arrêté et placé en détention lundi. Un grand jury l'a inculpé de plusieurs chefs d'accusation fédéraux, y compris pour racket, complot, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, ainsi que transport pour se livrer à la prostitution. Les agents de la sécurité intérieure ont arrêté Diddy à l'hôtel Park Hyatt de New York. Selon son équipe juridique, Diddy se trouvait dans la ville depuis une semaine, anticipant ces accusations. Diddy savait peut-être que ces charges étaient imminentes, mais pour le reste d'entre nous, ce n'était pas une totale surprise. Les enquêteurs fédéraux avaient émis des mandats de perquisition dans 2 de ses résidences au printemps dernier, et les experts nous avaient déjà prévenus, ce n'était qu'une question de temps avant son arrestation. À l'époque, nous ne pouvions pas confirmer que Diddy était bien la cible de ces perquisitions, mais nous avions de sérieux soupçons sur les preuves recherchées, notamment des éléments électroniques liés à des actes illégaux présumés comme des agressions sexuelles ou des actes de racket. Ces allégations remontent à novembre dernier, lorsque Cassandra Ventura, connue publiquement sous le nom de Cassie, a déposé une plainte civile contre Diddy. Elle a formulé des accusations graves contre lui, affirmant qu'au cours de leur relation, Diddy l'aurait physiquement et émotionnellement abusé, l'aurait forcé à porter des armes illégales, et même contrainte à avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Bien que le procès ait été réglé en dehors des tribunaux seulement un jour après son dépôt, ce n'était que le début d'une série de plaintes contre Diddy. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs autres accusateurs sont sortis du silence avec des poursuites civiles, alléguant que le comportement abusif de Diddy remontait aux années 1990. L'une de ces plaintes, déposée par Rodney Jones, aussi connu sous le nom de producteur, Lil Rod, apporte ces accusations jusqu'en 2024. Selon la plainte détaillée de Lil Rod, Diddy serait à la tête d'un réseau de trafic d'armes, de drogue et de personnes à des fins de prostitution. Lil Rod a également accusé Diddy d'agression sexuelle, et a confirmé l'allégation de Cassie selon laquelle Diddy l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles avec une prostituée. La plainte de Lil Rod inclut un détail qui aurait particulièrement intéressé les autorités fédérales. Il affirme qu'il existe des centaines d'heures d'enregistrement vidéo et audio des comportements illégaux de Diddy. C'est précisément ce que les autorités fédérales recherchaient lorsqu'elles ont exécuté des mandats de perquisition le 25 mars dans les résidences de Diddy à Los Angeles et Miami. À l'époque, nous ne pouvions que spéculer sur le type de preuves électroniques récupérées. Aujourd'hui, nous en avons la confirmation. Selon l'acte d'accusation contre Diddy, les enquêteurs ont saisi plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant dans ses propriétés. Le document judiciaire précise que ces articles étaient utilisés lors d'événements appelés « freak-offs », des spectacles sexuels élaborés que Diddy aurait organisés, dirigés, et durant lesquels il se serait masturbé, tout en enregistrant souvent ces scènes électroniquement. Pour organiser ces « freak-offs », Diddy, avec l'aide de ses associés et employés, aurait transporté des travailleuses du sexe à travers les États-Unis et à l'international. Durant ces événements, Diddy distribuait diverses substances contrôlées aux victimes, en partie pour les rendre obéissantes et coopératives. Parfois, les victimes n'étaient même pas conscientes que Diddy gardait des enregistrements de leurs actes sexuels avec des travailleuses du sexe. Après ces soirées, Diddy et ses victimes recevaient souvent des perfusions pour se remettre de la consommation de drogue et de l'épuisement physique. Les employés de Diddy auraient également joué un rôle crucial dans la logistique des « freak-offs », préparant les chambres d'hôtel avec les substances nécessaires, de l'huile pour bébé, des lubrifiants, des draps supplémentaires, et même des éclairages spéciaux.
Il s'assurait également que les chambres étaient nettoyées après les événements pour limiter les dégâts, et organisait les déplacements des victimes et des travailleuses du sexe. Il fournissait même des perfusions pour aider à la récupération. Lors des perquisitions fédérales, les enquêteurs ont saisi non seulement des narcotiques et des centaines de bouteilles de lubrifiants et d'huile, mais aussi des fichiers électroniques détaillant ces événements. En plus de cela, des armes, dont des fusils AR-15, des munitions, et un chargeur de grande capacité, ont également été récupérés chez Didi. Depuis ces perquisitions en mars, les procureurs fédéraux ont travaillé à rassembler les preuves nécessaires pour monter un dossier solide contre Didi, ce qui a conduit à des audiences devant le grand jury. Ainsi, lundi, Didi a été formellement inculpé et placé en détention. Mardi, son acte d'accusation a été rendu public. Le même jour, il a comparu devant un tribunal fédéral où il a plaidé non coupable. Cependant, il s'est vu refuser la mise en liberté sous caution, un juge fédéral ayant décidé qu'il devait rester en détention jusqu'à son procès. Avec tout cela en tête, examinons de plus près les éléments que les enquêteurs ont saisis dans les résidences de Didi. Pour cela, nous nous tournons vers Tracy Walder, ancien officier de la CIA et agent du FBI. L'acte d'accusation qui vient de tomber, on s'y attendait plus ou moins, mais quand c'est arrivé, quelles ont été vos premières impressions? Oui, je m'y attendais, et j'avais déjà mentionné que je pensais qu'une inculpation allait avoir lieu dans un délai de 6 à 9 mois. Certains n'étaient pas d'accord, jugeant que cela prendrait trop de temps. Cependant, cela s'est produit presque exactement 6 mois après l'émission des mandats de perquisition dans ces deux résidences. Ce n'est pas une surprise pour moi, et je suis soulagé qu'il soit enfin inculpé. Je m'attendais totalement à ce qu'il soit accusé de racket, conformément à la loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Je savais que c'était une des charges sur lesquelles ils allaient probablement l'attraper. J'étais cependant inquiète qu'il ne soit pas accusé de trafic humain, car parfois cela peut être très difficile à prouver. J'ai toujours peur que ce genre de cas passe entre les mailles du filet, et que justice ne soit pas rendue pour les victimes. C'est donc une bonne chose qu'il soit inculpé pour cela, avec l'espoir qu'il soit enfin tenu pour responsable. Une grande partie des preuves dont le procureur dispose aujourd'hui contre Didi provient des perquisitions fédérales. Quand on parle de mandat de perquisition fédérale, à quoi cela ressemble-t-il, en général? Alors, dans ce cas précis, et je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, peut-être à toi ou à Jessie, mais lorsque ce mandat a été exécuté en mars, la question qui se posait était, pourquoi ne pas l'avoir arrêté directement après avoir servi le mandat? Comme tu l'as mentionné, il n'avait probablement pas encore assez de preuves à ce moment-là. Toutefois, pour obtenir un mandat de ce type, exécuté de manière simultanée et inattendue, il devait prouver deux choses, ou plutôt l'une des deux, soit que des preuves étaient sur le point d'être détruites, soit que des vies étaient en danger. Je crois que c'est la première option qu'ils ont pu démontrer, à savoir que des preuves allaient probablement être détruites, et c'est pour cela qu'ils ont exécuté les mandats afin de préserver ces preuves. Beaucoup d'entre nous, qui n'ont pas d'expérience dans le FBI ou la CIA, s'imaginent des scènes de films ou de séries, avec des agents fouillant des tiroirs et des placards. Mais qu'est-ce que cela donne réellement sur le terrain lorsqu'un mandat fédéral est exécuté? Dans une affaire comme celle-ci, bien sûr, il ne s'agit pas d'une intervention dynamique comme dans une situation de prise d'otage, ce n'est pas ce qui se passe ici. Cependant, il savait qu'il y aurait probablement des armes sur place, avec des agents de sécurité armés. C'est pourquoi tu as vu ces mandats exécutés en grande partie par une équipe tactique du SWAT. C'est simplement la procédure pour assurer la sécurité de tout le monde. Beaucoup de gens ont été frustrés en voyant la vidéo de la perquisition, où la maison de Didi semblait être en désordre, mais j'avais déjà dit que mon instinct me disait qu'il cherchait des preuves numériques. Et effectivement, l'acte d'accusation mentionne plusieurs fois des preuves numériques, ce qui explique pourquoi ils ont fouillé les coussins des canapés et fait des trous dans les murs. Ils recherchaient des clés USB, de petits dispositifs où ces éléments étaient probablement stockés. Tout cela est fait de manière méthodique et catalogué soigneusement. Didi possédait 3 fusils AR-15, saisis lors des perquisitions fédérales. Que pouvez-vous nous dire à propos de ces armes, et comment sont-elles traitées, sachant qu'elles sont potentiellement dangereuses? Eh bien, il procède généralement au déchargement de l'arme en retirant les cartouches et en s'assurant qu'il n'y a pas de balles dans la chambre. Ensuite, il démonte l'arme pour la prendre comme preuve. Ce qui est intéressant avec les AR-15 qu'ils ont trouvés, c'est que bien que ces fusils soient légaux dans certains endroits, ils ont découvert que le numéro de série avait été gratté. Cela m'a interpellé, car soit Didi ne voulait pas que ces armes soient traçables jusqu'à lui, soit il les a obtenues sur le marché noir.
Nous avons récemment vu des accusations fédérales similaires lors de la deuxième tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, où l'agresseur présumé avait rendu illisible le numéro de série de son arme. Pourquoi Diddy n'a-t-il pas été inculpé pour cela? Dans le cas de Monsieur Ralph, l'individu actuellement accusé dans cette affaire, je pense que ces accusations ne sont que des charges temporaires. Pour être honnête, je ne crois pas qu'ils vont aller de l'avant avec ces accusations. Ils se préparent probablement à des charges beaucoup plus graves. Mais ils n'ont pas eu le temps de monter une affaire solide comme ils l'ont fait avec Diddy. Ils ont arrêté Monsieur Ralph immédiatement après la tentative, et ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les preuves disponibles pour le garder en détention. C'est probablement pour cela que tu n'as pas vu ce genre d'accusation dans le cas de Diddy. Les accusations contre lui sont beaucoup plus graves, ils n'ont pas besoin de charges temporaires pour le maintenir en détention en attendant de rassembler plus de preuves. En ce qui concerne les fusils AR-15 et les munitions, notamment le chargeur tambour, où sont-ils stockés désormais? Tout est probablement conservé dans un casier à preuve du FBI, dans leur bureau local. Tout est catalogué et conservé ensemble, étiqueté en fonction de chaque affaire. Un autre élément saisi lors des perquisitions, ce sont les stupéfiants, des drogues illégales comme la méthamphétamine ainsi que des médicaments sur ordonnance. Pensez-vous que les enquêteurs fédéraux vont essayer de retrouver la source de ces drogues? Oui, je pense que c'est une possibilité. Nous avons vu récemment, avec l'affaire Matthew Perry et la « reine du kétamine », ainsi que d'autres médecins accusés, qu'ils pourraient poursuivre sur différentes pistes d'accusation. Je pense que les enquêteurs n'ont pas encore terminé, et qu'ils pourraient bien chercher à inculper les fournisseurs, qu'ils soient liés aux médicaments sur ordonnance ou aux drogues de rue. Enfin, un élément qui a marqué tout le monde dans cet acte d'accusation, les 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant personnel saisies entre les deux résidences de Diddy. Qu'en pensez-vous? Honnêtement, je ne suis pas surprise, vu les détails des « freak-offs » mentionnés dans l'acte d'accusation. C'est ainsi que Diddy appelait ces événements, et compte tenu de la gravité et de la durée de ces soirées, je ne suis pas étonné que ces articles aient été collectés chez lui. Ce qui est vraiment horrible, c'est que certaines des victimes avaient besoin de perfusion pour se réhydrater après ces « freak-offs », tellement elles étaient blessées. C'est absolument effroyable, mais avec tout ce qu'on a appris sur l'ampleur de ces événements, cela devient tristement compréhensible. Comment les enquêteurs peuvent-ils documenter toutes les preuves électroniques tout en protégeant l'anonymat des survivants? L'arrestation de P. Diddy marque un tournant dans une affaire qui secoue le monde du divertissement et bien au-delà. Les preuves rassemblées, des armes illégales aux enregistrements troublants, en passant par des détails inimaginables sur les fameuses « freak-offs », dressent le portrait d'un homme autrefois admiré, maintenant plongé dans l'ombre de ses actes. Mais la justice saura-t-elle aller jusqu'au bout? Les victimes obtiendront-elles réparation? Ce scandale est loin d'être terminé, et il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Une chose est certaine, le monde entier suivra de près la suite de ce procès historique. Merci d'avoir suivi cette enquête, et restez connectés pour les prochaines révélations. À très bientôt.